À la une ce dimanche, le chef de l'État est dans le Haut-Roba depuis 5 jours. Séguéla, 8e et dernière étape de la visite d'État, vient d'abriter le meeting de clôture. Les relations entre cette ville et le chef de l'État ont été qualifiées de passionnelles par les différents intervenants. Coopération entre collectivités décentralisées, la mairie de la commune du Plateau et celle de la commune de Korogo s'unissent pour lutter contre l'insalubrité. La commune du Plateau apporte du matériel de salubrité à la commune sœur de Korogo. La Cour constitutionnelle de Centrafrique a autorisé le vote des réfugiés centrafricains, une décision qui va à l'encontre de la loi adoptée début juillet par les autorités centrafricaines. Environ 10% du corps électoral centrafricain a fui le pays depuis 2012. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal sur RTI 1. Le pétrole, le gaz, le charbon, des énergies dites non renouvelables qui sont appelées à disparaître et qui ont surtout des effets néfastes sur notre environnement. Une alternative, les énergies renouvelables, le soleil, l'air, l'eau. La Côte d'Ivoire peut-elle maîtriser l'usage de ces énergies? En a-t-elle le moyen ou même a-t-elle le choix? Nous en parlons avec le docteur Issouf Touré, spécialiste en économie d'énergie et en énergie renouvelable. Bonjour docteur Touré. Bonjour. Eh bien, nous vous retrouvons dans une trentaine de minutes. Direction à présent le Haut-Roba où se trouve le chef de l'État depuis 5 jours. Pour ce dernier jour de sa visite d'État, le président Alassane Ouattara a animé un meeting de clôture à Séguéla. Il a fait le point des investissements dans le Haut-Roba qui s'élèvent à 35 milliards de nos francs dans les domaines de l'éducation, des routes, de l'eau et de l'électricité. Le président Alassane Ouattara a également annoncé les investissements prévus pour la période 2016-2020 dans le Haut-Roba. Ils s'élèvent à 150 milliards de nos francs. On l'écoute. Nous avons de très grands projets pour le district du Haut-Roba. Et de nombreux projets sont en cours de préparation dans le cadre d'un programme d'investissement de 150 milliards de francs CFA pour la période 2016-2020. Et cela nous permettra de faire les choses suivantes. Et à Mankono, nous avons annoncé hier que les travaux de bitumage de l'axe Mankono-Tchenengwe pour 31 milliards à 800 millions, nous avons lancé les travaux et dans 24 mois, ce tronçon sera terminé. Et d'ici la fin de l'année, nous procéderons au démarrage, en début d'année, je devrais dire. Nous comptons également faire le tronçon, les autres tronçons, le tronçon donc Mankono-Séguéla, pour à peu près une soixantaine de kilomètres, pour 35 milliards de francs CFA. Et d'ici la fin de l'année 2015, nous allons procéder au démarrage de travaux de construction de 2 ponts. Le pont de Massala, dans le département de Séguéla, sur l'axe Massala-Nandala, pour 4 milliards de francs CFA pour une durée de 6 mois à 1 an. Le pont de Kongasso, dans le département de Mankono, entre Kongasso et Konaïri, pour 2 milliards de francs CFA pour environ 6 à 8 mois. Et dans le secteur de l'agriculture, nous allons démarrer dès septembre le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation à l'extension de l'Ouest, dénommé le Propacom Ouest. Et ce projet couvre tout le district du Haut-Roba et vise à soutenir la production des cultures vivrières. Et ceci permettra aux jeunes et aux femmes d'avoir des emplois et d'investir également dans ce secteur important et bénéficier également de crédits pour une durée de 6 ans pour un coût de 24 milliards de francs CFA. Voyez-vous, c'est ce que je disais, qu'après tant d'émotions, j'allais vous donner beaucoup de chiffres, mais ce sont des chiffres qui vont améliorer le quotidien de tous les habitants du Haut-Roba. Toujours lors de ce meeting de clôture à Séguéla, le président Alassane Ouattara a appelé à la retenue au sens de la responsabilité et de la citoyenneté pour des élections apaisées afin que la Côte d'Ivoire continue sa marche vers le développement. Vous savez, les Ivoiriens ont toujours voté dans la paix et dans la discipline.
depuis l'indépendance. Et d'ailleurs, souvenez-vous qu'en 2010, les élections, que ce soit au premier comme au deuxième tour, les élections se sont très bien passées, avec des taux de participation de 80% à peu près, pour le premier tour comme pour le deuxième tour. Et le dépouillement d'ailleurs s'est bien passé également dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. C'est à la CEI centrale qu'un certain nombre de personnes que je ne désignerai pas pour ne pas être impoli se sont mis à déchirer des procès-verbaux et ont créé la crise que nous avons connue. Alors cette année, il n'y aura pas de déchirement de procès-verbaux nulle part. Cela ne sera pas toléré. Nous ferons les choses comme dans tout pays civilisé. Les Ivoiriens sont un peuple civilisé. Les choses ont été faites, même quand c'était le parti unique. Avec plusieurs candidats dans chaque circonscription, il n'y avait pas de bagarre. L'élection se faisait normalement et on acceptait les résultats. C'est parce que celui qui a été battu a refusé de reconnaître les résultats que nous avons eu ce problème. Alors, il n'y aura pas ce problème parce que dès le premier tour, vous allez voter massivement votre fils, n'est-ce pas? Voilà. Et je demande à tous les candidats de faire preuve de mesure dans leurs propos et de s'assurer que les propos sont conformes à notre volonté de paix et de réconciliation. Oui, le fait que Ado ne réagit pas à certains propos ne veut pas dire qu'il ne peut pas réagir. Moi, j'ai toujours fait preuve de tolérance et de compréhension. Mais demandez à mes collaborateurs, si c'est nécessaire, je sais être ferme aussi. Alors, à bon entendeur, salut. Je vais mettre en garde les uns et les autres. Il n'y aura pas de transition en Côte d'Ivoire, c'est terminé. Ceux qui espèrent des transitions pour se donner un poste ministériel, c'est terminé. C'est maintenant par les urnes que vous allez pouvoir avoir des postes. C'est par votre travail, c'est par la qualité, par vos compétences que vous aurez du travail. Voilà le chef de l'État lors du meeting de clôture de cette visite d'État. Et revenons sur la journée d'hier. La place publique de Kani a abrité un meeting. Mobilisation très importante comme dans toutes les régions. Les populations de Kani ont échangé avec le président. Alassane Ouattara a qualifié ce rassemblement de fête conviviale. Jérôme Kofi Abola. Pas question pour Kani de se départir de sa loyauté envers le président de la République. Kani et Alassane Ouattara toujours ensemble. Les gestes, les actes, les actions ainsi que les paroles, pour le dire à l'occasion de cette rencontre avec le chef de l'État, sont sans ambiguïté. Excellence, Monsieur le Président de la République, Kani est heureuse de vous accueillir. Kani est en fête. Kani est non seulement comblé, mais Kani est aussi fier devant les prouesses que vous réalisez. Excellence, Monsieur le Président de la République, les peuples que vous avez visités hier sont heureux et savourent déjà leur bonheur. Les peuples de Kani que vous visitez aujourd'hui sont rassurés. Les peuples que vous allez visiter demain sont pleins d'espoir et rêvent d'un bonheur prochain. Tout Kani donc acquis à la cause du président Alassane Ouattara. Outre la grande mobilisation de ses filles et fils pour l'accueillir, l'une des preuves de cet amour sont les présents qui lui sont offerts par ce département, à l'instar des autres localités auparavant visitées par le président de la République. Des présents, en l'occurrence des chaises royales, des pagnes, des boubous, des chapeaux, des bœufs au nombre de 120, des sacs de manioc et de maïs, ainsi que des tableaux à l'effigie du chef de l'État et de la première dame Dominique Ouattara. Le président de la République, qui ne se déplace pas les mains vides, a fait lui aussi des gestes à ses parents de Kani, comme partout où il est passé. Ces dons, avec ceux de la première dame, sont composés de véhicules de type 4x4 pour l'administration, d'ambulances et des engins pour la salubrité, sans compter le don en numéraire de plus de 16 millions de francs CFA.
Dans son adresse, le président de la République a dit vouloir tout mettre en œuvre pour permettre à Kani ainsi qu'à toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire dans la même situation de rattraper leur état dans le développement. Nous notons à Kani comme dans d'autres départements du Woroba qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons entrepris d'importants travaux de réhabilitation et de construction dans tous les secteurs. D'abord les secteurs sociaux tels que la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité, les infrastructures. Mais cela n'est pas suffisant car il y a un retard important à combler. Et nous le savons, je le sais. Et vous pouvez compter sur moi pour continuer de tout faire pour les résoudre. Nous avons beaucoup d'ambition pour cette région. Oui, parce que les investissements étaient très faibles ici. Chers parents, vous êtes battus pour que nous ayons bien sûr la démocratie, la liberté, mais également pour nous permettre d'avoir la paix. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix. Et grâce à la paix, tout le monde s'en aperçoit, nous avons fait de très belles choses, de très grandes choses pour la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Le président Alassane Ouattara a pour finir remercié ses hôtes pour leur accueil à son endroit et leur contribution à la réussite de ce qu'il convient d'appeler une fête, car pour lui, tout ce qui se passe avec sa présence dans le Woroba est plus une fête qu'une visite d'État. À Dianra, la place publique est désormais baptisée du nom du chef de l'État et c'est là qu'il a tenu hier matin un meeting où il a appelé à la paix et à la réconciliation. À Ouattouré. La place Alassane Ouattara à Dianra ce samedi 25 juillet. Les filles et les fils du département ont témoigné leur attachement et leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. Cette visite, 40 ans après celle du président Félix Houphouët-Boigny, a aussi été pour eux l'occasion de réaffirmer leur engagement aux côtés du chef de l'État pour faire triompher ses idéaux de paix et de réconciliation et son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne et développé. Pour le maire Drissa Koné, proche collaborateur du chef de l'État, Diarra est un peuple au travail et le président de la République Alassane Ouattara, le symbole du travail bien accompli. Cette visite, Diarra voudrait en faire l'exaltation du travail et du grand travailleur que vous êtes. Les populations de Diarra sont témoins du changement spectaculaire qui s'opère partout dans le pays. Elles partagent la joie et le bonheur des vaillantes populations qui renouent enfin avec le progrès économique et social à travers l'exécution de votre programme de gouvernement. Démontrant ainsi que, sous le président Ouattara, l'argent travaille pour le bien-être de tous les Ivoiriens sans distinction. Monsieur le président de la République, ces performances obtenues en moins de 4 petites années consécutives à une décennie de crise qui aura usé le tissu social et le socle de notre économie impose un seul verdict, le respect. Pour ce qui est de la présidentielle d'octobre 2015, le porte-parole des populations, le député Koné Nyangadjouma, a indiqué que Dianra demeure fidèle à son choix. Notre choix est fait, il est irréversible, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est dit que les populations de Dianra, unies, solidaires, vous assurent de leur totale et pleine adhésion et vous garantissent qu'elles vous offrent la totalité de leur voix à l'élection d'octobre 2015 pour un second mandat afin de vous permettre de continuer l'œuvre gigantesque de développement que vous avez amorcée. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part indiqué qu'il est venu dire merci à ses parents de Dianra pour leur soutien et bénédiction et voir de lui-même la matérialisation de ses projets de développement avant d'appeler les populations à la paix et à la réconciliation. Sur les attentes des populations, j'ai noté que vous avez souhaité le bitumage des axes qui mènent à Diarra, également l'électrification, la création de barrages pour les éleveurs et les femmes
Et je peux vous donner donc la certitude que nous allons étudier cela de très près et nous mettrons cela dans le plan de développement pour la période 2016-2020. Je suis venu aussi, en plus des investissements et des engagements, vous dire que je viens vous parler de paix, de rassemblement, de cohésion nationale et féliciter les autorités religieuses et coutumières pour leur grande contribution à la paix dans notre pays. Sans paix, il ne peut pas y avoir de développement. Et nous le savons tous. Nous voyons un peu, et même de manière quotidienne, ce que la guerre civile ou les mésententes ont créé dans d'autres pays. Nous ne voulons plus que cela nous arrive en Côte d'Ivoire. Nous avons souffert de cela il y a 10 ans et nous devons tout faire pour que le pays demeure en paix, pour bâtir ensemble la Côte d'Ivoire. Nous aurons des élections, l'élection présidentielle dans exactement 3 mois, le 25 octobre prochain. Oui, je sais que je peux compter sur mes parents de Diarra. Merci pour l'important soutien que vous m'avez déjà apporté en 2010. Je sais qu'à Diarra, vous allez battre le record que vous avez fait en 2010. Donc je compte sur chacun de vous, car c'est comme cela que nous aurons un mandat fort pour construire la Côte d'Ivoire. Les populations de Diarra, heureuses de cette visite, ont offert au couple présidentiel 50 bœufs, 7 grandes calebasses de soumara, de beurre de karité et du miel. 10 bœufs au président Henri Konan Bédié. En retour, le chef de l'État a offert des véhicules de commandement au corps préfectoral et 16 500 000 francs CFA aux différentes composantes de la population. La première dame, une ambulance et des tricycles. À Mankono, dans la région du Béré, environ 1,7 milliard de nos francs ont été investis en 4 années par le programme présidentiel d'urgence PPU, mais le secteur de l'éducation a encore de gros besoins. Eugène Atoubé. Dans la région du Béré, 14 localités ont bénéficié de classes d'école primaire avec latrine et bureau du directeur. Le département de Mankono vient en tête avec 8 villages contre 6 pour Kounaïri, les 2 départements qui composent la région du Béré. Toutes ces classes sont identiques par leur architecture et leur couleur. C'est l'œuvre du PPU, Programme présidentiel d'urgence. Nous avons choisi de faire découvrir 2 villages bénéficiaires, Bomassapla et Guatopla, dans le département de Kounaïri. Derrière l'obtention de ces classes, toute une histoire. On a construit 6 patams que les enfants se débrouillaient en bas, il n'y avait pas d'école. C'est pas ça. Donc maintenant que le gouvernement nous a aidés pour nous construire une 6 classes de l'école qui est là actuellement. Donc on remercie le gouvernement. Avec le bâtiment, c'est un ouf de soulagement. Si on pouvait encore apporter un plus aux parents en apportant le mobilier, il ne leur restera que le manuel ou bien les fournitures des enfants à acheter. Je crois qu'ils seront heureux. Le PPU a distribué des kits scolaires et divers équipements. Cumulés à la construction des salles de classe et bureaux de maître, c'est un total de 2 milliards que le PPU a injecté dans le domaine de l'éducation dans la région du Béré. Village de Baadala, dans la région du Bafing. Ici, tout respire pauvreté et urgence. La population de ce village se demande encore comment trouver les tables bancs pour recevoir les enfants de CP2 dans cette salle de classe qui attend. Les bancs qui sont en CP1, c'est nous-mêmes on a créé, parce qu'on a un homme menuisier ici, mais on a cotisé pour aller abattre quelques bois pour faire, le menuisier a fait des bancs, voilà ces bancs au CP1. Donc les bancs de CP2 là, on n'a pas encore eu ça. COGES pédagogiques sont passés, bon, il nous a donné certaines informations. Donc il faut que nous-mêmes, on fait beaucoup de choses d'abord avant de demander quelque chose. Dans la région du Bafing jusqu'au Béré, en passant par le Ourodougou, l'école, pour ce qui nous a été donné de voir, nécessite encore de gros investissements. De gros investissements aussi pour les autres domaines de développement, spécialement pour le Béré. Même si, honneur à l'État et au président Alassane Ouattara pour avoir investi en 4 années plus de 4 milliards de francs CFA dans cette région, il reste que les manques et les défis à relever sont encore nombreux. À Mankono,
On continue de pleurer l'insuffisance des localités électrifiées. À Kounaïri, nouvellement érigé en chef-lieu du département et théâtre de projets d'urgence, les villages sont encore enclavés faute de routes praticables. Et cette réalité qui alimente la chronique à Kounaïri. Le château d'eau, depuis sa construction à ce jour, n'a jamais fonctionné. Le PPU dans cette région reste la plus grande fenêtre ouverte sur le progrès et le développement. La première dame de Côte d'Ivoire a remis un chèque de 450 millions de nos francs aux femmes du Woroba dans le cadre du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Elle a également fait des dons de lots d'équipement d'une valeur de 200 millions de francs CFA afin de permettre l'autonomisation financière de ces femmes. Thomas Guessambi. Bien des fois, quand la grâce vous visite, au-delà de vos espérances, vous ne vous appartenez plus à vous-même, sinon qu'à la joie et à l'émotion. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, au milieu des femmes de Séguéla, les mains chargées. Un moment unique. Tout commence avec les mots de gratitude du maire de la commune. Excellence, Madame la Première Dame, s'il y a de l'autorité publique, que vous avez un cœur en or, souffrez qu'ici, dans la région de Ourodougou, nous puissions dire que vous avez un cœur en diamant, pur et d'un éclat sans pareil. Merci à vous, Madame la Première Dame, pour tout ce que vous faites pour les femmes qui sont le pilier de la famille. Ensuite vient l'objet du rendez-vous de cet après-midi du samedi. Le fonds d'appui pour les femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Des femmes de Séguéla en ont bénéficié et bien d'autres en bénéficieront. Cela apporte beaucoup de bonheur. Maman Dominique, grâce au FAFSI que vous et votre cher époux, notre président Alassane Ouattara, avez créé, nous avons retrouvé la joie de vivre. Les femmes du Ourodougou ont retrouvé leur dignité. L'initiative de Dominique Ouattara, soutenue par son époux, le président de la République, le FAFSI est une heureuse initiative. Mais mieux, elle a de la vitalité qui lui donne de beaux jours devant elle. Madame la Première Dame, nous sommes fiers de vous annoncer que ces fonds sont remboursés à hauteur de 95%. Ce qui démontre l'intérêt que portent les femmes dans leur ensemble à votre vision. Après ces expériences, nous retenons du FAFSI 3 dimensions essentielles. La richesse à travers l'entrepreneuriat, le bien-être des bénéficiaires et l'espérance. Témoin privilégié parce qu'en charge de la condition de la femme ivoirienne dans le gouvernement, la ministre Désirée Anne Ouloto s'est faite la porte-parole des femmes de Côte d'Ivoire en général et celle de Séguéla en particulier, en louant le mérite de la Première Dame. Excellence, Madame la Première Dame, chère Fantagbé, je voudrais, au nom de vos sœurs de Côte d'Ivoire, au nom des femmes du sud de la Côte d'Ivoire, du nord de la Côte d'Ivoire, de l'est, de l'ouest, du centre de la Côte d'Ivoire, au nom de toutes les femmes, vous rendre un vibrant hommage pour votre géniale initiative de créer le FAFSI afin de travailler à de plus grandes avancées en termes d'autonomisation de la femme. Dominique Ouattara, en prenant la parole, s'est réjoui de la grande mobilisation avant de féliciter son premier soutien. Mes chères sœurs, la présence du président de la République parmi nous à chaque grand meeting du FAFSI témoigne de son soutien aux femmes et de la confiance qu'il place en nous dans le processus de développement de notre pays. Merci mon chéri pour toutes les marques d'affection envers nos sœurs. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Ensuite, l'épouse du président de la République s'est adressée à ses hôtes. Mes chères sœurs, pour le district de Woroba, c'est une enveloppe totale de 450 millions de francs CFA qui est mise à la disposition de 4500 femmes. Chères sœurs, il vous faudra mener à bien les projets que vous avez présentés afin d'en tirer le meilleur bénéfice. Vous pourrez également mettre en pratique les formations que vous avez reçues pour une bonne gestion des fonds. Par ailleurs, je vous invite à bien rembourser vos prêts, ce qui permettra à vos sœurs en attente
d'en bénéficier à leur tour. Sachez que vous avez tout mon soutien et que vous pourrez toujours compter sur Fantagbe pour vous aider à aller de l'avant dans un esprit de cohésion et de fraternité. Et pour finir, les femmes de Séguéla ont bénéficié d'importants lots de matériel pour divers domaines à hauteur de plus de 200 millions de francs. Voilà qui referme le chapitre de ces 5 jours dans le Woroba. Et la dernière étape ce dimanche, c'était à Séguéla pour le meeting de clôture. La commune du Plateau apporte son soutien à celle de Korogo en matière de salubrité. Cette coopération entre collectivités décentralisées a permis à Korogo de recevoir du matériel de salubrité. Armand Bowie et le reportage est signé Armand Bowie. L'arrêté oblige. Ceux qui ont un peu plus de moyens doivent aider les moins nantis. Conformément à cette ligne, la mairie du Plateau a offert à la commune sœur de Korogo 2 tricycles et 100 bacs à ordures à 2 roues, le tout d'un coût total de 34 700 000 francs CFA. On n'est pas forcément riche, mais il faut être à l'écoute pour que ceux qui ont un peu plus puissent apporter aux autres. Et le conseil municipal a beaucoup insisté pour que notre relative prospérité puisse profiter aux communes les moins nantis. Et c'est la raison pour laquelle chaque année le conseil municipal loue un budget et on essaie de voir dans quelle commune on peut aller pour apporter notre soutien, mais on le fait dans les communes où le travail est déjà fait. Par la voix de son 4e adjoint au maire, la municipalité bénéficiaire a exprimé sa gratitude aux donateurs. Moussa Sissé a surtout émis le vœu de voir les 2 communes aller au-delà de cette coopération ponctuelle. C'est une grande action, j'allais dire, qui rentre dans le cadre d'émergence de notre pays, de la chef de la République. Et je voudrais donc demander d'ailleurs que les actions qui ont été faites, vous avez vu, c'est donc que la commune de Korogo, et que la mairie du Plateau puisse en tout cas continuer cette action, qu'elle puisse s'étendre à d'autres communes qui en ont besoin. Je souhaite que ce partenariat se consolide davantage et que ça aboutisse même à un jumelage entre les 2 communes, celle de Korogo et celle du Plateau. La tutelle a apprécié à sa juste valeur la politique d'assistance du maire Akosi Benjo. Dogo Naounou, conseiller technique représentant le DG de la décentralisation et du développement local, a exhorté les collectivités décentralisées à la coopération et à la solidarité, facteur de développement. Le reportage de Armand Bowie était commenté par Ami Sissoko. Les journalistes et professionnels de la communication de la région du Go s'unissent pour des élections apaisées. Il a été question du traitement de l'information et surtout de la gestion de la rumeur en période électorale. Thérèse Yoboué. Dans environ 3 mois, les Ivoiriens se rendront dans les urnes pour choisir leur président. Un moment qui appelle à l'union pour une paix durable. Les journalistes et professionnels de la communication de la région du Go ont si bien compris la chose qu'ils ont déjà décidé d'unir leurs forces par la création d'une plateforme d'échange pour une bonne gestion de l'information, l'Union des journalistes et professionnels de la communication de la région du Go. Une occasion choisie par le représentant de l'ONUCI basé à Divo pour instruire les hommes des médias sur les droits de l'homme et la gestion des rumeurs en période électorale. Selon le représentant du parrain, les professionnels de la communication ont un rôle d'éducation et de rapprochement des peuples en vue d'une cohésion sociale et d'une paix durable. Celui qui dirige cette union, Venance Kokura, a dévoilé l'un de ses projets qui consiste en la mise en place d'un prix dénommé Diego Bailly, du nom d'un grand journaliste disparu, originaire de la région du Go. L'Union des journalistes et professionnels de la communication de la région du Go regroupe en son sein les journalistes de la presse écrite, des radios de proximité exerçant dans la région. Rebonjour, Dr Touré. Avec vous, nous allons parler des énergies renouvelables puisque vous en êtes spécialiste. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que la Côte d'Ivoire peut maîtriser les énergies renouvelables? Merci, Mme Fofana. Je vous confirme que la Côte d'Ivoire
peut maîtriser les énergies renouvelables, parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui a énormément de potentialité. Vous savez, dans le nord, nous avons une situation géographique et un éclairage solaire qui est hyper important. Nous avons la chance d'avoir également dans le sud de la Côte d'Ivoire, dans le sud et également dans le centre de la Côte d'Ivoire, la boucle du cacao, qui nous permet d'avoir un couvert forestier et agricole très important et qui est favorable donc à tout ce qui est biomasse. Et enfin, nous avons la chance, c'est vraiment pour la Côte d'Ivoire, c'est un avantage énorme. Nous sommes le seul pays, avec un peu le Sénégal, qui avons au sud-ouest de la Côte d'Ivoire une forte potentialité pour les énergies éoliennes. D'accord, vous avez parlé tout à l'heure de biomasse, nous allons y revenir. Et puis on sait aussi qu'il y a une étude de l'UEMOA qui a effectivement confirmé les résultats dont vous venez de parler. La Côte d'Ivoire a une forte potentialité en matière d'énergie renouvelable. Mais comment est-ce qu'elle peut anticiper et développer dès maintenant ces énergies renouvelables? Il faut d'abord une volonté politique qui soit, comme dans tous les pays, il faut savoir que tous les pays qui ont développé, vous savez que le pays le plus en avance aujourd'hui dans le monde, qui possède 77%, 75% des parts du marché dans tout ce qui est énergie renouvelable, vous avez l'Allemagne. Et l'Allemagne a fait des énormes efforts politiques, des engagements politiques. Aujourd'hui, vous voyez à travers tout le monde entier, dans les pays développés, la France qui a pris des engagements forts, on réduit de 50% son nucléaire, les États-Unis et la Chine qui ont décidé de réduire toutes les productions à 30% jusqu'en 2030. Et voilà, il y a pas mal de pays qui ont pris des décisions. Et ces décisions-là sont d'abord politiques. Après, la vision politique permet de développer les énergies renouvelables parce que, sachez une chose, les enjeux sont très importants. À partir de 2050, nous n'aurons plus quasiment d'énergie fossile comme l'énergie non renouvelable. D'accord, vous avez parlé de la France, des États-Unis. On sait qu'en Afrique, seulement 20% de la population a accès à l'électricité. En Côte d'Ivoire, ce sont 5 à 6 millions d'habitants qui n'ont pas encore accès à l'énergie électrique. Et puis, le pays ne possède pas de projet d'envergure nationale dans le solaire. Alors, nous allons suivre ce reportage de Astou Touré, commenté par Sita Soro, et nous revenons tout de suite. Source inépuisable et illimitée d'énergie, le soleil est actuellement exploité par de grandes voies technologiques, en l'occurrence le thermique et le photovoltaïque. La filière photovoltaïque transforme directement le rayonnement du soleil en électricité. L'énergie solaire est inépuisable, disponible partout dans le monde et ne produit ni déchets ni gaz à effet de serre. C'est la raison pour laquelle le parc photovoltaïque se développe considérablement dans le monde depuis une dizaine d'années. En termes économiques, le marché mondial de l'industrie solaire a représenté environ 50 milliards de dollars en 2010. Selon les experts, l'énergie solaire est considérée comme étant la solution idoine pour répondre au déficit énergétique, car elle n'est pas liée aux aléas climatiques, encore moins au cours du pétrole. En Côte d'Ivoire, le flux solaire moyen est estimé sur tout le territoire à environ 5 kWh par mètre carré par jour. L'atelier organisé par la Confédération du patronat ivoirien, CGECI, Côte d'Ivoire 2040, indique que la production et la distribution de l'électricité restent des activités rentables et que la hausse du prix du pétrole rend l'énergie solaire plus compétitive. Le coût de l'électricité étant un des plus chers au monde, alors, vu que la Côte d'Ivoire a du soleil en abondance, pourquoi ne pas l'exploiter afin d'alimenter les régions du pays encore sans électricité? Très bonne question pour boucler ce reportage. Et nous venons de le voir, les besoins sont immenses, les potentialités aussi. On parle du sol, de l'eau et surtout du soleil. Quels sont exactement les différents types d'énergie renouvelable qui existent? Vous en avez pas mal. Vous savez que tout ce qu'on appelle énergie renouvelable, en fait, c'est tout ce que la Terre nous donne aujourd'hui. Nous avons donc, pour le sol, vous avez tout ce qui est géothermie.
pour tout ce qui est le soleil, vous avez donc l'énergie thermique et l'énergie solaire, et ainsi de suite. Et puis encore, nous avons la biomasse, c'est essentiellement tout le couvert forestier, tout ce qui vient d'origine végétale. Donc l'objectif aujourd'hui pour nous qui sommes ivoiriens et qui avons une chance énorme d'avoir non seulement au niveau géographique un couvert on va dire forestier très important, c'est à nous d'en profiter. Vous avez le projet Biocala aujourd'hui qui est en train d'être mis en place. Vous avez des possibilités de développer énormément dans le nord, notamment le nord-ouest, Korogo, Yéné. Vous avez énormément de potentialités. Parce que ces villes-là sont plus exposées au soleil, c'est ça? Parce qu'elles ont une exposition solaire très importante et surtout annuelle qui est très importante, qui peut aller jusqu'à 5, 6, 7 kWh par mètre carré par an, pardon, alors que pour un pays comme l'Allemagne ou la France, en moyenne, vous êtes à 1 kWh, 1 kW par mètre carré par jour, c'est très insuffisant. Et pour prendre le cas de l'Allemagne, l'Allemagne aujourd'hui produit 17 fois plus d'énergie que la Côte d'Ivoire. Vous imaginez, grâce seulement aux énergies renouvelables. Donc on imagine ce que la Côte d'Ivoire pourrait faire avec tout ce qu'elle possède. Absolument. Je pense que la volonté politique qui est aujourd'hui, il faut organiser tout cela à travers une vraie agence qui aura la compétence de faire ce travail, trouver donc, développer ces secteurs-là, parce que ce secteur aujourd'hui est embryonnaire, même si des efforts sont faits. Donc il y a des efforts de formation, il y a des efforts d'encadrement, il y a aussi des efforts, on va dire, de recherche pour permettre aujourd'hui aux Ivoiriens de bénéficier de ce soleil-là que nous avons à profusion et qui nous embête d'ailleurs, puisque nous prenons toujours de la climatisation pour nous rafraîchir. Voilà. Exactement. Vous parlez du soleil et vous avez dit qu'il y avait plusieurs types d'énergie renouvelable. Lesquelles sont plus adaptées à l'Afrique en général et puis à la Côte d'Ivoire spécialement? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est essentiellement le soleil. L'énergie solaire, dans toute la sous-région aujourd'hui, l'étude l'UEMOA le prouve. Nous avons, quand vous allez vers le Maroc, aujourd'hui le Maroc a fait un projet très très ambitieux, 2000 MW à travers le solaire. Par le solaire. Et ces 2000 MW là correspond à la totalité de la production ivoirienne, quoi. Même plus, 2 fois plus, quasiment 2 fois plus. Donc il y a le solaire, il y a également aujourd'hui, parce que la Côte d'Ivoire a un couvert forestier très important, vous savez aujourd'hui, vous êtes agriculteur, vous avez déjà, avec la politique du président aujourd'hui, la possibilité d'avoir 60% de ce que vous gagnez. Mais si demain, nous développons tout ce qui est biomasse, vous pouvez vendre les résidus, d'ailleurs, ce que fait Sifka aujourd'hui, va vendre ces résidus, on va dire, de tout ce que vous jetez à la poubelle, vous allez le récupérer comme argent. Vous le transformez, non seulement en électricité pour vous alimenter, vous pouvez aussi l'utiliser en gaz butane. Et enfin, grâce aux nouvelles centrales que nous avons aussi en biomasse aujourd'hui, nous pouvons transformer donc ces déchets-là en engrais qui vont permettre, en engrais biologique bien entendu, et qui vont donc permettre à ces populations, à ces agriculteurs de gagner de l'argent et de pouvoir en plus s'alimenter gratuitement à un coût plus abordable. Alors vous parlez là de biomasse, un paysan qui en a entendu parler, qui en prend conscience concrètement, comment est-ce qu'il fait aujourd'hui pour transformer ces déchets-là qu'il produit en énergie renouvelable, en argent comme vous le dites? Aujourd'hui c'est très compliqué parce que la biomasse c'est assez cher. D'ailleurs le projet dont je vous parlais tout à l'heure, les Sifka avec EDF France et Bouygues, va coûter une bagatelle de 40 millions d'euros, je pense, et si mes chiffres sont bons. C'est énorme parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire. Mais ceci dit, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a les moyens de faire cela parce que ça ne coûte pas assez cher par rapport au déficit énergétique aujourd'hui que nous avons au niveau financier. Le déficit est en train de se creuser parce qu'il y a beaucoup de demandes, malgré tout ce que le gouvernement fait aujourd'hui, pour essayer de couvrir, parce que vous voyez, le président, on vient de voir le président, il y a énormément de demandes, tout le monde veut de l'électricité, mais l'électricité a un coût énorme.
Et donc, ça coûte cher. Et comme ça coûte cher, il faut absolument trouver des solutions les plus adaptées, les plus, on va dire, les moins chères aujourd'hui. Nous avons 200 milliards aujourd'hui de disponibles qui peuvent être utilisés sous forme de subventions pour les populations. Nous avons, donc, qui va permettre donc, de baisser donc, le coût de l'énergie disponible et qui vont donc permettre à CIE ou à ESCI de faire plus d'investissements. Vous voyez, donc l'énergie solaire aujourd'hui a une chance, une potentielle. Non seulement ça permet de faire des économies d'énergie, puisque ça permet à des gens de sortir du réseau, ce qui va permettre de baisser la demande, mais également c'est une offre énergétique en termes de, vous savez, pour l'économiste, avoir à la fois un produit qui fasse l'offre et la demande, c'est hyper important. D'accord, le soleil en abondance, on peut facilement utiliser l'énergie solaire, ça coûte moins cher que la biomasse, comme vous venez de le dire. Absolument. Mais moi, en tant que particulier, je décide aujourd'hui d'équiper ma maison de panneaux solaires. Comment est-ce que je procède? Vous avez aujourd'hui en Côte d'Ivoire une association qui s'appelle l'AINEA, l'Association ivoirienne des énergies renouvelables, qui propose donc des solutions d'installation de panneaux solaires. Vous avez pas mal de sociétés. Nous avons une société aussi qui aujourd'hui est venue sur le marché, Interson Énergie. Nous proposons des solutions pour permettre déjà de faire des économies, donc on parle d'efficacité énergétique. Vous savez par exemple à la RTI, dans les bureaux, vous consommez énormément d'énergie, c'est-à-dire que toute la journée les lumières sont allumées, vous avez la climatisation. Si vous avez la possibilité, si aujourd'hui la RTI ou d'autres entreprises font l'effort de changer les ampoules, vous gagnez 90% déjà d'économies sur l'éclairage. Pareil pour la climatisation, en utilisant des climatisations basse consommation. Tout ceci permet de faire des économies pour les pays, pour l'État, et qui va permettre d'investir aussi. Pour les sociétés, pour répondre exactement à votre question, il faut savoir donc qu'il y a des associations aujourd'hui, il y a des personnes qui sont sur le marché et qui investissent, qui font donc des installations solaires. Des installations solaires, mais les coûts, est-ce qu'ils sont accessibles aux populations? Le gros problème il est là aujourd'hui, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent l'acheter, mais c'est compliqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui dans les pays occidentaux, ça se développe plus facilement, ces pays-là le font, c'est parce qu'il y a beaucoup de subventions que l'État donne. Ces subventions ne sont pas gratuites parce que ça permet à l'État de faire des économies en réalité. Et vous voyez, aujourd'hui, on a un déficit de 200 milliards. Ce déficit de 200 milliards peut être injecté plutôt que de donner aux sociétés pour produire de l'énergie. On peut le donner aux populations qui vont pouvoir elles-mêmes s'équiper en matériel solaire. Et ces matériels solaires leur permettront après de sortir du réseau. Et ce qui va permettre de baisser les coûts de l'énergie de façon générale et de façon globale pour toute la population. Quand on sait qu'il y a manque en matière d'électricité, est-ce que la compagnie ivoirienne d'électricité peut prendre ces panneaux solaires-là, peut prendre le soleil pour créer de l'énergie afin que tous les territoires soient couverts? C'est possible. En France, vous savez, aujourd'hui, EDF, qui est la société mère de la CIU en Côte d'Ivoire, cette société aujourd'hui, c'est la première qui installe, c'est la première société aujourd'hui installatrice de panneaux solaires en France. C'est le cas dans tous les grands pays. Ils ont la capacité, ils ont les moyens, il suffit d'avoir la volonté politique et puis surtout qu'on sache aujourd'hui combien va nous coûter, combien va coûter l'énergie solaire à la compagnie CIE. Donc aujourd'hui, pour la biomasse, ils sont en train de trouver une solution. Sachez qu'on a une décharge comme la Cuedo qui pourrait rapporter de l'argent au lieu que ça porte des problèmes aux populations. Vous avez vu là dernièrement, ils voulaient s'en débarrasser. Non, on peut récupérer de l'argent avec cela. La compagnie, la CIE peut le faire. Des opérateurs économiques indépendants aussi peuvent aussi le faire. Il suffit qu'on ait la volonté et qu'on aide, que le cadre, on va dire, institutionnel ou le cadre pour les investisseurs soit adapté pour ce type de projet. Il faut avoir la volonté, il faut avoir un cadre. Alors on va formuler l'hypothèse qu'on a déjà cette volonté. Concrètement, on va essayer de mettre en place un plan. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut procéder si elle décide aujourd'hui de faire de l'énergie solaire son premier apport en énergie? Dans un premier temps, le gouvernement le décide, donc ça va être le ministère de l'Énergie qui va mettre en place. Il faut absolument
qu'il y ait donc une agence spécialisée dans le cadre, par exemple au Maroc, vous avez le MACEN. Le MACEN aujourd'hui, c'est eux qui pilotent toute la politique énergétique du Maroc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils peuvent se permettre d'avoir 2000 mégawatts d'énergie financés à 9 milliards, parce qu'il y a la volonté politique là-dessus, parce qu'il y a une entreprise, il y a une agence qui est indépendante, qui a les moyens de faire la politique, de mettre en application la politique du gouvernement et la volonté politique. Merci, Dr Touré. Issou, spécialiste des énergies renouvelables. Nous retenons que la Côte d'Ivoire a d'énormes potentialités en termes d'énergie solaire. Le pays pourrait ainsi s'autosuffire en énergie juste avec le soleil. Terminons en République centrafricaine. Les députés ont autorisé le vote des réfugiés, une décision qui va à l'encontre de la loi adoptée début juillet par les autorités centrafricaines. Elle excluait du vote les réfugiés en évoquant des risques de fraude. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, 1/10 de la population centrafricaine a fui le pays depuis la fin de l'année 2012, soit environ 10% du corps électoral centrafricain. Et voilà pour ce 13h de ce dimanche 26 juillet. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous tous sur RTI1.